Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle communication astropathique. Par l'empereur, c'est parti! Lors de ma précédente vidéo, j'abordais la question des pratiques des joueurs, en développant l'idée qu'elles étaient à l'origine du grand schisme qu'il y a entre les anciens joueurs, qui ont tendance à déplorer les changements opérés, et les joueurs modernes, qui n'ont rien connu d'autre que la pratique actuelle du hobby. Vous vous doutez bien que je ne peux réduire les nuances et les subtilités de mes propos d'une dizaine de minutes de vidéo en une phrase, aussi je vous invite à cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite si vous l'avez manqué. J'y présentais les joueurs de The Old World notamment avec une certaine estime, trouvant généralement chez eux des qualités faisant écho à ce que je recherche dans un jeu de figurines. Il est temps pour moi de mettre les mains dans le sac pour trier le bon grain de livret. Mais avant ça, connaissez-vous l'Adepticon ? Il s'agit d'un salon annuel autour du jeu de figurines et du jeu de plateau, prenant place chaque année depuis 2002 dans le nord des États-Unis. Tous les gros éditeurs de jeux de figurines y sont présents et beaucoup de petits y tiennent également un stand. On y retrouve des tournois, des sessions de jeux narratifs, des démonstrations, des concours et expositions de peinture notamment. Mais il est surtout connu par chez nous pour ses conférences, tout particulièrement celles concernant les révélations des futures sorties des différents éditeurs, et spécifiquement celles de Games Workshop. C'est donc un événement qui est suivi en ligne par beaucoup de monde, mais il accueille un nombre croissant de visiteurs chaque année. Ceux-ci se divisent en 3 catégories. Les simples visiteurs, curieux, qui viennent pour observer ce qu'il s'y déroule avec un accès restreint aux activités. Les visiteurs ayant acheté le pass à 65$ ont eux accès à l'entièreté de la convention. Et enfin, les visiteurs ayant acheté l'un des 2000 passes VIP à 175$ repartent avec un swag bag, autrement dit un lot de goodies plus ou moins aléatoires. Ce dernier est connu pour être copieusement chargé, notamment en boîtes de figurines fournies par les exposants qui sponsorisent l'événement et permettent aux organisateurs de rentrer dans leurs frais en poussant les visiteurs à prendre le 10 pass. Ainsi, en 2022, chaque swag bag comprenait une boîte de God Tier, Warcaster, Marvel Crisis Protocol, Victoria Miniatures, Weird Games, World of Tanks, Reaper Bones, des socles et une boîte de décor pour Warhammer 40 000. En 2023, on pouvait y trouver le jeu Pirates of Skydock, un puzzle, une grosse boîte de Marvel Crisis Protocol, du God Tier, Battletech, Star Wars Legion, Warcry, Victoria Miniatures. En 2024, on y retrouvait une boîte de démarrage pour Clash of Steel, une Combat Patrol pour Warhammer 40 000 ou une Vanguard pour Age of Sigmar au choix, une boîte de Star Wars Shatterpoint, Star Wars Legion, Marvel Crisis Protocol, Battletech, Kings of War et encore du Victoria Miniatures. Vous me direz, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Eh bien, si vous vous posez la question, c'est le signe que j'ai un bon sens du rythme, car voilà le contenu du swag bag de 2025. Une boîte de décor pour Star Wars Legion, une boîte de décor pour jeux de rôle, une boîte de Marvel Crisis Protocol, une boîte de Star Wars Shatterpoint, du War Machine, du Victoria Miniatures et quelques autres babioles. Mais surtout, une boîte d'Age of Sigmar, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de Scaventide, la boîte de lancement de la 4ème édition du jeu parue en juillet dernier. Et là, c'est le drame. Une partie, absolument pas représentative, d'anciens joueurs de Battle, s'emparent tels des charognards du sujet au fil des semaines aux côtés des revues d'actualité, faisant gonfler la rumeur que Age of Sigmar se porterait mal, au point que Games Workshop donnerait des boîtes de son jeu, suppliant pour que les gens y jouent. Plus c'est gros, plus ça passe, comme on dit. J'entends que si l'on se contente de regarder les disponibilités des produits, on peut vite en venir à la conclusion qu'une boîte se vende ou pas. Mais c'est faire montre d'une capacité d'analyse limitée que d'oublier que l'on manque d'une information cruciale, la quantité produite. Et il en va de même pour chacun d'entre nous qui n'avons pas le nez dans les comptes de Games Workshop. Ce n'est donc pas parce qu'une chorale vous chante le même air qu'elle chante juste. Alors oui, en comparaison, l'épiphénomène de l'épuisement instantané des stocks du côté de Warhammer 40 000, et autant de boîtes non produites, non vendues et donc de bénéfices manqués pour l'éditeur, ou bien les boîtes de lancement bretonniennes de la sortie de The Old World, dont les stocks initiaux ont été rapidement vendus également, cette fois-ci explicable par la différence entre l'attente autour de cette armée particulière et la confiance timide de l'éditeur dans cette sortie, on en viendrait à oublier que les boîtes de démarrage sont censées accompagner une version tout du long de son existence. De là à dire que l'équipe en charge de Age of Sigmar se paierait le luxe d'avoir des gens compétents dans les bureaux, en plus de l'atelier, il n'y a qu'un pas. Voilà en ce qui concerne l'excuse de la stupidité. Parlons maintenant de la malhonnêteté. Si j'éprouve de la compassion pour les orphelins de Battle pour qui la vie s'est achevée en 2014 en même temps que leur jeu, celle-ci s'arrête là où débute l'étincelle de malveillance des semards qui n'ont eu de cesse de haïr Games Workshop et Age of Sigmar, et de boucler dessus pendant 10 ans. Ce sont des enfants capricieux qui s'imaginaient que l'univers proposé était le leur, et au moment de s'en saisir comme beaucoup l'ont fait au travers de Black Hammer ou 9e Âge par exemple, ont délibérément choisi d'abandonner leur velléité pour chouiner. La position de victime a cela de confortable, qu'elle désigne des antagonistes manichéens tout en attirant une forme de sympathie, voire de soutien, de toutes les personnes capables de se mettre à leur place.
Si elle est tenable un temps, l'empathie n'est pas inépuisable, pas plus que ne l'est le vivier de hobbyistes la fournissant. En réalité, depuis le retour de Battle sous la forme de The Old World, cette position n'est plus acceptable. Je dirais même que les piques et les provocations incessantes envers l'éditeur, le jeu, et surtout les joueurs de Age of Sigmar étaient lourdes, sont irritantes et deviennent maintenant détestables. Vous pouvez chercher l'assentiment des derniers aigris de votre espèce au travers de leur ricanement, vous pouvez vous défendre de devenir des vieux cons en plaisantant, mais je vous le dis, cela ne trompe personne et ne fait que vous isoler. Vous n'avez rien de bénéfique à en tirer. Par conséquent, je fais appel à tous les joueurs de The Old World qui côtoient ces gens-là. S'il vous plaît, invitez-les à venir jouer et s'amuser comme autrefois, faisant de leur nostalgie à nouveau une réalité. Je n'ai pas d'autre idée pour leur tendre la main, mais si vous vous sentez inspiré, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Autre chose, j'aimerais revenir rapidement sur Age of Sigmar avant de conclure. Je réfléchis à l'éventualité de vous expliquer pourquoi le titre de plus grand jeu de bataille fantastique de la boîte Scaventide n'est pas si éloigné de la réalité, mais je ne m'autorise que la perte de la moitié de mon audience pour cette capsule, je garde l'autre moitié pour une prochaine fois. Je vais cependant vous expliquer pourquoi, à mon sens, certains joueurs de la 3ème édition ont du mal avec la version actuelle du jeu. Ce désaveu concerne, pour peu que j'en sache, essentiellement des joueurs de jeu égal, dans la tranche pseudo-compétitive. Il s'agit d'un milieu dans lequel les choix d'armées et d'unités sont guidés par la fiabilité des effets ou des lancers de dés. Or, cette 4ème édition a non seulement mis au placard les relances, mais a rendu les effets les plus puissants très aléatoires, nécessitant un jet de dés pour déclencher la plupart des blessures mortelles ou des auras, qui étaient jusqu'alors automatiques ou permanentes. De même, la létalité globale du jeu a été fortement réduite au tir comme au corps à corps, et beaucoup de micro-gestions ont été simplifiées, voire supprimées. Dans l'ensemble, les joueurs ont vécu des changements importants du jeu, pouvant en déstabiliser certains, comme le passage de la V2 à la V3 ou de la V7 à la V8 de Warhammer 40 000 a pu en laisser sur le carreau par exemple. Est-ce que ça en fait de mauvaises versions ? Je ne crois pas. En revanche, je rejoins les critiques récurrentes au sujet des tomes de bataille. Leurs différences avec les index distribués sous forme de PDF au début de la version sont maigres, et ce n'est pas la très sympathique partie lore, les visuels ou l'excellent système de jeu évolutif qu'ils contiennent qui justifie leur prix d'achat. Et ce, encore moins quand on ne veut au final que mettre la main sur le code pour l'application, le reste n'étant d'aucun intérêt pour remporter la victoire sur les scénarios de la saison en cours. Pour ma part, en tant que joueur casual à tendance narrative, je n'ai rien à redire vis-à-vis du jeu en soi, il me convient bien plus qu'auparavant. Tout ce que je peux espérer, c'est que Age of Sigmar continue dans cette voie, et que ceux qui frissonnent de plaisir à l'idée que ces joueurs connaissent la même souffrance qu'ils ont vécue avec la fin des temps, cessent de s'épandre sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Voilà ce que j'avais à vous partager sur le sujet. Je ne suis pas là pour vous dire quoi penser, mais vous inviter à la réflexion et au débat dans les commentaires. Si ça vous a plu, je vous invite également à vous abonner, liker et partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, si l'empereur le veut.